Je viens vous parler aujourd'hui de taxation et révolution. Au commencement était la taxe. Savez-vous ce que c'est qu'une taxe? Pour la plupart des gens, la taxe est une somme ajoutée au prix d'une denrée que le consommateur paye à l'État ou à une collectivité. La taxe, c'est ce qui renchérit un produit qui, hors taxe, est plus attractif. Or, l'acception classique du mot taxe est tout autre. Le mot provient de l'ancien provençal tasca, qui signifie estimation de la valeur de quelque chose. Le taux lui-même est défini en 1511 comme le prix fixé, réglé par une convention ou par l'usage. Taxe, taux et taxation, les mots se réfèrent à la fixation du prix des choses et l'impôt n'a rien à y voir. Un prix taxé est donc en général inférieur à un prix non taxé. Le monde moderne a tant oublié les anciennes façons de faire qu'il a changé le sens des mots. Par le traité de la police, écrit en 1709 par Nicolas de la Mare, on connaît l'historique des efforts déployés depuis la nuit des temps pour interdire que des intérêts privés non contrôlés viennent subtiliser la substance du peuple. L'essence de la royauté voulait que le pain du peuple soit regardé comme un objet sacré, et le souci des autorités a consisté, à travers les âges, d'une part à permettre à la paysannerie de pouvoir librement produire, et d'autre part à empêcher que des profits indus viennent renchérir ou raréfier les subsistances. En 809, Charlemagne fit défense de vendre les fruits de la terre avant la récolte, et cet interdit fut renouvelé par les rois. Vendre son grain en verre, c'est-à-dire sur pied, c'est le mettre entre les mains d'usuriers qui se l'accaparent pour le garder, en cacher l'abondance et en faire augmenter le prix. Augmenter indûment le prix du pain était un crime. C'était compris ainsi, admis par tous, et on verra quels moyens furent déployés pour veiller à ce que cela ne se produise pas. En 1305, le roi Philippe le Bel ordonna que, je cite, « toutes denrées qui seront amenées à Paris seront rendues et amenées en plein marché et défendues très étroitement que nul ne soit si hardi d'acheter ni vendre ailleurs aucun vivre et aucune autre denrée. » Il ordonna également que, dès l'ouverture du marché, le peuple pourrait acquérir en détail et au même prix que ceux qui achèteraient en gros toutes les denrées présentes, et quiconque s'aviserait de faire payer plus cher serait passible d'une amende telle qu'elle serait un exemple pour les autres. Par un édit de décembre 1672, le roi Louis XIV voulut que, je cite, « lorsque la vente d'aucune marchandise aura été commencée à certain prix, il ne pourra être augmenté. Et si dans la suite le marchand s'est trouvé en nécessité de diminuer le prix de la marchandise, la vente sera continuée au dernier et moindre prix sans pouvoir par le marchand augmenter ni revenir au prix de la première vente, à peine d'amende et de confiscation de la marchandise. » Il existait une notion indispensable à comprendre, c'était celle du juste prix. Le juste prix, c'était celui qui ne lésait ni le consommateur, ni le marchand. C'était le prix courant, admis, accepté par tous, qui permettait aux plus pauvres de se nourrir et aux marchands de gagner sa vie. En cas de hausse des prix, on en attribuait la cause à ce qu'on appelait le monopole. Le mot qualifiait un abus considéré comme un crime social qui frappait indifféremment et aveuglément des milliers d'innocents. Dès que le blé manquait, que la cause en soit le climat ou la guerre, on courait sus aux monopoleurs contre lesquels le peuple réclamait la peine capitale. Charlemagne avait ainsi défini ce criminel. Il était celui qui, par ruse ou par surprise ou d'autres moyens déshonnêtes, amassait des marchandises à des fins de profit. En 1660, le Parlement de Paris avait ainsi censuré pour monopole plusieurs marchands qui dévastaient les campagnes en achetant des grains à n'importe quel prix pour les amasser dans des entrepôts secrets. En 1694, le prix du grain avait augmenté sans raison apparente et le premier lieutenant général de police, Nicolas de la Reynie, avait accusé les monopoleurs d'avoir constitué des réserves et répandu de fausses rumeurs pour faire monter les prix.
il sera prouvé que des monopoleurs furent la cause des pénuries atroces qui auraient pu être évitées sans leurs mauvaises manœuvres lors de l'épouvantable grand hiver de 1709. Une police des grains, présente sur tous les marchés, contrôlait les marchands et leurs marchandises qu'elle pouvait saisir en cas de manquement. Elle estimait que le monopole était le résultat d'une liberté effrénée et qu'une compétition indisciplinée qui écrasait les petits et concentrait le commerce entre peu de mains. Les marchands étaient indispensables pour apporter le grain là où il manquait, mais ils étaient sous très haute surveillance. L'idée qu'on aurait pu leur faire confiance pour vendre la marchandise au juste prix n'effleurait personne. Les marchands cherchaient à faire du profit, on les avait donc à l'œil. En cas d'accident climatique, de guerre ou d'épidémie, si l'approvisionnement ne se faisait plus de façon régulière, on pouvait décider d'avoir recours à la taxation. Une fois le blé taxé, il était interdit de le vendre au-delà du prix fixé, à peine de confiscation ou d'amende. Je vais vous donner quelques exemples. En 1567, durant les guerres de religion, le roi Charles IX prit un édit de taxation de tous les vivres et salaires. En 1709, la France eut à souffrir un hiver épouvantable qui faisait geler le pain sur les tables. Des scènes d'émeutes sont rapportées car on soupçonnait des marchands de faire sortir le blé disponible. À Abbeville, le conseil de ville découvrit un placard qui disait « Nous mourons de faim, nous sommes obligés de vous commander absolument de taxer le blé et les pains. » La taxation n'était donc ni automatique ni usuelle. Elle était demandée et accordée en cas de détresse. En 1720 à Marseille, durant la peste qui a ravagé la ville, l'approvisionnement fut un souci majeur des échevins. Ils aménagèrent un terrain vague où les blés étaient apportés de l'extérieur, puis enlevés et portés en ville, sans contact entre les uns et les autres. Les échevins en fixèrent autoritairement le prix, sans aucune chance que cette taxe soit respectée dans une ville livrée au chaos et au désespoir le plus total. Marseille était un vaste cimetière à ciel ouvert, couverte de cadavres en putréfaction, au milieu desquels évoluait une population hagarde, en proie au sauve-qui-peut général. Marseille fut sauvée de la disparition totale par la conjonction de plusieurs facteurs. L'arrivée du froid qui fit reculer la contagion, l'entrée en ville d'une autorité dotée de moyens exceptionnels, Christophe Andreau de Langeron, nommé par le régent commandant en chef de Marseille et de son terroir. Il alla se présenter à l'hôtel de ville où tout le monde, sans exception, accepta de se plier à son commandement. Langeron rétablit l'ordre avec rudesse et tracasse sans pitié criminels, voleurs et mendiants jouant les faux pestiférés qui détroussaient leurs victimes en les menaçant de les infecter. Langeron fit nettoyer les rues, porter les malades dans les hôpitaux, ouvrir des infirmeries pour convalescents, protéger les maisons vides des pillards et enfin sonner les cloches qu'on n'avait pas entendues depuis le début de la contagion. Enfin, il convoqua une assemblée de tous les négociants et marchands de la ville. Il négocia avec eux le taux général de toutes les denrées en vente dans Marseille. Les négociations prirent 2 jours entre les marchands qui défendaient leurs intérêts propres et l'autorité qui défendait l'intérêt général. Une fois ce taux convenu, une ordonnance fut publiée portant défense à tout le monde, marchands, détaillants, regratiers ou revendeurs, de vendre quoi que ce soit à plus haut prix que celui fixé, à peine de carcan, de restitution du prix trop perçu et de confiscation des marchandises vendues. C'était ça, la taxation. La fixation en cas de nécessité absolue, à l'initiative de l'autorité, par négociation entre les parties, d'un juste prix qui ne lèse personne. Une fois acceptée, la taxation était imposée à tous sous peine de sanctions graves pour la protection du consommateur. La royauté ici à l'œuvre était bien nourricière et pointilleuse dans ses façons de faire. La police des grains était à son service, œuvrant au cas par cas dans le mieux des intérêts des uns et des autres. Les intérêts du peuple qui devait être approvisionné et ceux des marchands qui, sans l'appât du gain, ne se seraient pas déplacés pour alimenter les marchés.
La police des grains n'agissait donc pas contre les intérêts des marchands, elle les surveillait, certes, mais elle n'était pas là pour les faire fuir par des mesures dictatoriales qui les auraient découragés de se déplacer. Représentante de l'autorité royale, la police des grains assurait surveillance et contrôle avec souplesse et intelligence. Elle ne pensa jamais que la taxation était souhaitable en soi, elle ne fut appliquée que dans les cas les plus graves et toujours au cas par cas. Puis arriva la Révolution des Lumières. La Révolution des Lumières a consisté à prétendre que moins il y aurait d'autorité, mieux le peuple serait approvisionné, plus il y aurait de liberté et plus il y aurait d'abondance. Pour régler le problème d'une dette publique qui ne faisait que croître, et notoirement après avoir banni les jésuites qui auraient pu convaincre Louis XV de n'en rien faire, le roi accepta d'abandonner son rôle de père nourricier et de laisser les marchands assurer, sans surveillance aucune, l'approvisionnement du peuple. C'est la maîtresse du roi, Madame de Pompadour, qui introduisit dans son entresol des théoriciens des idées libérales qui prétendaient régler la dette par l'enrichissement de tout le monde. Cette théorie fut l'œuvre, entre autres, des encyclopédistes qui affirmèrent, avec des gens appelés physiocrates, dont le nom a changé pour devenir économiste, qu'il fallait librement laisser circuler les subsistances sans aucun contrôle pour que tout le monde s'enrichisse, laisser la loi de l'offre et de la demande fixer les prix, et comprendre que la taxation, c'était du vol, et que la police gênait l'approvisionnement. La première expérience d'économie libérale fut menée par le ministre Laverdy en 1763-64, qui correspond à l'interdiction des jésuites. C'est absolument patent. La police fut sommée de cesser d'importuner les marchands. La taxation fut interdite. Les marchands pouvaient désormais se servir et vendre où et quand ils le voudraient. Le prix du pain se mit à flamber et il était désormais hors la loi de le faire baisser. La population se souleva en masse, courant après les convois de grains et exigeant leur taxation. On avait toujours connu des émeutes frumentaires qui avaient pour cause la guerre ou le climat. L'autorité royale s'était toujours déployée pour régler le problème. Les émeutes qui commencèrent en 1763 avaient une nouvelle cause, l'économie, le progrès, les Lumières. La dette, les émeutes allaient augmenter pour ne plus jamais cesser. La dette n'avait jamais cessé donc de s'aggraver, mais la royauté avait changé de nature. Cette première expérience prit fin en 1769 qui vit le rétablissement de la police et de la taxation. En 1774, la mort de Louis XV et l'avènement du jeune Louis XVI mit en scène un encyclopédiste dogmatique et désintéressé, Jacques Turgot. Il promit lui aussi de résorber la dette par l'enrichissement de tout le monde et la libre circulation des grains. Une fois qu'il eut convaincu le roi de le soutenir, quoi qu'il arrive, il commença par vider les greniers à l'orée de l'hiver, promettant et interdire la police des grains et la taxation en promettant la peine de mort aux contrevenants. Pour que les grains puissent circuler librement, il imposa le laissez-passer intérieur pour que les gens puissent sortir de leur village. Le blé flamba. L'émeute fut universelle. Ce fut la guerre des farines qui atteignit Versailles. Le peuple taxa lui-même les grains au marché. Turgot fit rembourser les marchands du manque à gagner. Il accusa l'obscurantisme, le fanatisme, l'ignorance et la bêtise de ce vilain peuple incapable de comprendre quel était son intérêt. Pendant une journée entière, Paris fut la proie des émeutiers qui, soutenus de fait par la police qui les laissait faire, taxa à qui mieux mieux le pain et le grain qu'il trouva toute la journée. Taxation sauvage. Hors de lui, Turgot fit arrêter les meneurs. Voltaire vint à son secours en inventant le faux reportage. Sans sortir de chez lui au bord de la Suisse, il inventa que tout cela était la faute des prêtres, bien sûr, et que les meneurs avaient tous de l'or dans les poches, ce qui a été repris par quantité de gens. 3 émeutiers furent pendus, et le roi n'accorda pas sa grâce. La royauté n'allait pas s'en remettre.
Pour mener à bien son programme libéral, Turgot abolit également les corporations de métiers et jeta le monde ouvrier dans la précarité. Alors que le prix du pain flambait, la disparition des normes corporatives fit drastiquement baisser les salaires. On lui fit remarquer que les ouvriers ne pourraient plus nourrir leur famille. Il répondit qu'il n'y avait qu'à mettre les femmes et les enfants au travail. C'est donc bien l'encyclopédie et Turgot qui ont inventé le travail des enfants. Avant ces gens-là, les enfants étaient en apprentissage ou à l'école, jamais au travail. Devant le mécontentement général, le roi finit par renvoyer Turgot et rétablit la police des grains. Il fit venir aux affaires le banquier protestant Necker, protestant et étranger, c'est-à-dire genevois, qui, censé résorber la dette, la fit flamber comme jamais avant. Necker avait une façon extraordinaire, excusez-moi, c'est une incise, c'est une aparté. Necker savait comment résorber la dette, comme il était banquier, il avait de l'argent, mais si vous voulez de l'argent, je vous en prête. Puis après, il faut rembourser, vous avez compris. 1787, la dette est devenue abyssale. La France s'est ruinée en faisant la guerre en Amérique. Un traité de libre-échange avec l'Angleterre, concocté par le très libéral Dupont, dit de Nemours, grand admirateur de Turgot, vit s'abattre la foudre sur la France. Les marchandises anglaises étaient de qualité médiocre, mais surtout moins chères. Leur invasion créa une crise sans précédent. Des milliers d'ouvriers au chômage quittèrent les villes pour errer à la recherche d'un travail. Le roi n'avait même pas les moyens d'envoyer des secours aux villes qui suppliaient qu'on leur vienne en aide. Des ouvriers à demi-nus mendiaient dans les villes et de village en village pour quémander un bout de pain. Nous sommes au royaume de France. On créa partout des ateliers de charité humiliants pour faire des routes, détruire des vieux remparts et faire des travaux d'intérêt collectif avec des ouvriers pas payés. Pourquoi se gêner? La dette était désormais telle qu'il fallut convoquer une assemblée de notables pour demander leurs avis et conseils. La première séance s'ouvrit le 22 février 1787. On convint qu'il fallait augmenter les revenus et faire payer tout le monde, clergé et noblesse compris. Faute de s'entendre sur qui allait payer quoi, les notables décidèrent de revenir à la solution de Turgot, d'augmenter les revenus de la terre par la libre circulation des subsistances. C'était le retour au libéralisme fauteur d'émeutes. C'était la troisième expérience. Le 17 juin 1787, la liberté devenait l'état habituel du royaume. On avait fait croire au roi que c'est ce que la paysannerie réclamait. En août 1788, le trésor est aux abois. L'hiver 88-89 fut épouvantable. Sans travail et avec du pain à prix prohibitif, le peuple grondait. Il réclamait la taxation qu'on lui refusait. Des émeutes de la faim éclatèrent partout et furent réprimées mollement par des autorités dépassées qui ne pouvaient se résoudre à tirer dans le temps. La police et l'armée ne tiraient pas sur des gens qui avaient faim. C'était impossible. Donc le chaos s'installa. Le peuple taxait à la sauvage à qui mieux mieux. L'anarchie en découla. Faute d'autorité respectée, tout devint permis et la France sombra dans le chaos. Il ne restait plus que la convocation des États généraux, seuls capables de créer des impôts nouveaux. On connaît la suite. Désignés par le peuple pour porter au roi ses doléances, les députés s'autoproclamèrent assemblée constituante et renversèrent la royauté. Rassemblés autour du duc d'Orléans, grand maître de la franc-maçonnerie et pressenti pour créer une nouvelle dynastie, des foules dûment encadrées répandirent le chaos dans Paris et se furent prises de la Bastille. Le 4 août 1789, on abolit les privilèges, c'est-à-dire tous les droits acquis et notamment ceux des corporations de métiers, livrant ainsi le monde ouvrier à l'horreur économique. Le 29 août, on constitutionnalisa l'économie de marché en inscrivant la liberté indéfinie du commerce contre laquelle le peuple n'avait cessé de se dresser depuis 30 ans. Enfin, le 21 octobre, la loi martiale fut votée contre les attroupements, ce qui rendait toute tentative de taxation populaire passible de la peine de mort. Au printemps 1792,
Un vaste mouvement de taxation populaire sauvage secoua tout le bassin parisien. À Étampes, le maire Simonot prétendit interdire la taxation du blé au marché et donna l'ordre de tirer sur la foule de centaines de villageois qui avaient rejoint les ouvriers de la ville. Les soldats refusèrent de lui obéir. Le maire fut piétiné à mort. On en fit le premier martyr de la liberté. Quelle liberté? La liberté du commerce et la liberté de s'enrichir sur le dos du pauvre monde. Sans jamais l'imposer de manière autoritaire, la royauté avait permis la taxation quand l'urgence l'exigeait, toujours par la négociation et pour le bien commun. La Révolution l'interdit sans retour. La réglementation des subsistances avait été l'objet de la sollicitude de toutes les autorités, du bas en haut de la hiérarchie, et la police avait fait de son mieux pour ménager les intérêts de tout le monde. La Révolution abolit toutes les règles et livra le pain du peuple à la rapacité des marchands. Et la taxe est devenue, dans son acception commune, un impôt, c'est-à-dire le taux qui renchérit la denrée au détriment du consommateur, c'est-à-dire le contraire de ce qu'elle avait toujours été. La contre-révolution doit d'abord consister à rendre leur sens aux mots. Je vous remercie.